Bienvenue chez vous vous est proposé avec le soutien de Wallonie-Belgique Tourisme. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle année d'escapade en Wallonie. Alors aujourd'hui on va parler belles pierres, châteaux et abbayes. Et pour cela je suis à Stavelot, tout dans l'est de la Belgique. Et on commence notre excursion à Stavelot et sa splendide abbaye qui se trouve juste derrière moi. Elle a été fondée en 651, mais vous allez voir, la vieille dame est d'une étonnante modernité. Après cela, nous irons à Malmedy, la ville voisine, et un petit peu rivale, il faut bien le dire, nous irons visiter le Malmondarium, qui n'est autre que l'ancien monastère de Malmedy. Après cela, vous aurez rendez-vous tout près de chez vous pour d'autres bons plans patrimoine, et puis je vous retrouve ici pour notre traditionnel agenda. Vous êtes prêts? Alors on y va! Première étape de notre périple, l'abbaye de Stavelot. Fondée par saint Remacle en 651, elle a été jumelée à celle de Malmedy jusqu'à la Révolution française. Un seul abbé dirigeait les deux institutions. Aujourd'hui, il ne reste quasi rien de la grande église abbatiale. En 1794, les Stavelotins se sont servis de ces murs comme d'une carrière pour construire leur maison. Il faut savoir que l'abbaye de Stavelot est une des plus anciennes fondations monastiques de Belgique. Elle remonte au 7e siècle. Et ce qui fait que ce site archéologique, eh bien, nous sommes classés au patrimoine exceptionnel de Wallonie. Ce qu'il subsiste, c'est cette tour du 16e siècle. Et il faut savoir que cette abbatiale, cette église abbatiale, était un paquebot, un vaisseau. On s'en rend compte, hein? Exactement, plus de 100 mètres. Et cette tour fait 33 mètres. Si vous faites deux fois, ça fait 66 mètres et vous arrivez à la pointe de l'église abbatiale, 99 mètres. C'est vous dire le volume que cela pouvait représenter. Dans cette histoire mouvementée, le XIIe siècle représente l'âge d'or pour Stavelot. Elle rayonnait carrément sur l'Europe entière avant la lettre, avec un prince abbé qui s'appelait Wibald. On a découvert sa tombe en 1995 et d'ailleurs un espace maintenant est bien inclus dans le parcours historique qui retrace plus d'un millénaire d'histoire. Et ce Wibald jaillissait avec non seulement son savoir-faire, mais surtout sa partie spirituelle, intellectuelle, politique, économique. Et donc il était conseiller du pape et de l'empereur en même temps. C'est vous dire quand même l'importance qu'il y avait. Et l'abbaye de Stavelot a généré tellement de profits parce qu'elle avait des propriétés un peu partout. Elle générait énormément d'argent, ce qui a permis de créer le trésor de l'abbaye de Stavelot avec de l'armosan. Ce trésor, ne le cherchez pas à Stavelot. Il a été emmené aux quatre coins du monde et se retrouve aujourd'hui à New York, Londres ou Paris. L'abbaye possède une seule pièce, très belle, les émaux qui ornaient sa crosse ecclésiastique. Virgile, on avance un petit peu dans le temps. Ces bâtiments sont évidemment plus récents que la partie archéologique dans laquelle on était tout à l'heure. Effectivement, sauf peut-être la partie centrale qui est l'Arvaux, qui est l'entrée bien évidemment dans la cour d'honneur de l'abbaye de Stavelot qui date du XVIe siècle. Et nous avons encore des bâtiments ici qui datent du XVIIe et XVIIIe siècle. Allez, on quitte la neige pour se retrouver au chaud à l'intérieur du bâtiment du XVIIIe siècle qui abrite aujourd'hui 3 musées. Le premier est consacré à l'histoire de la principauté de Stavelot-Malmedy. Alors ici, vous racontez les premiers siècles de cette abbaye. Alors, la particularité de ce musée, c'est les couleurs. C'est à ça qu'il faut être attentif. Très, très attentif, c'est chronologique bien évidemment, et les couleurs retracent des périodes bien précises qui ont scellé véritablement l'histoire de l'abbaye de Stavelot dans son contexte non seulement spirituel, politique, mais également économique. Alors nous allons voir le réfectoire des moines, où les moines mangeaient leur pain et leur fromage. Nous sommes dans une salle qui est dans son jus, 18e siècle, avec le parquet, avec les sculptures des frères liégeois du Kers.
Le deuxième musée de l'abbaye de Stavelot concerne le poète Guillaume Apollinaire. Et évidemment, une première question s'imposait. Pourquoi avoir fait un musée Guillaume Apollinaire ici à Stavelot ? En fait, c'est surtout son passage à Stavelot durant l'été de 1899. Il était avec sa maman et son frère. Et ils ont logé à la pension Constant, qui est devenue l'hôtel Mal-Aimé maintenant. Et il faut savoir que la maman de Guillaume Apollinaire jouait au casino de Spa, c'était un peu une flambeuse. Et Apollinaire, lui, restait dans sa chambre, ou en tous les cas aux alentours de l'hôtel. Et il a commencé à s'intéresser aux us et coutumes de Stavelot, également à sa région, aux fagnes, aux myrtilles. Et puis surtout, il tombait fou amoureux d'une autochtone en la personne de Maria Dubois, Mareille en wallon, à qui il lui a dédié d'ailleurs son seul poème en wallon. Nous en sommes d'ailleurs propriétaires. Micrapote, Givosem et Volsepe Mareille. Al rose fleur d'ilosté, visestem fleur pareille. Rabresemu, Nemu Mareille, on betch d'amour. E wallon binamei, e wallon Givoseprei. Il me faut todi worde divin vos petites cours. Elle est si triste l'éveil, s'il faut que notre amour moure. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans ce musée? Parce que c'est pas facile évidemment de faire un musée sur un poète. C'est un poète évidemment qui sort totalement de l'ordinaire. C'est un poète aussi très artistique. C'est l'inventeur du calligramme. Donc visuellement, il y a l'écriture, mais visuellement aussi il y a des choses magnifiques. Et ce qui fait que quand on voit la chronologie, le parcours de Guillaume Apollinaire vis-à-vis de ses contemporains, on se dit que c'est un fameux touche-à-tout. Et ça, c'est une révélation. Le troisième et dernier musée de l'abbaye de Stavelot concerne le circuit de Spa-Francorchamps. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois, parce qu'il est grand temps de rejoindre Malmedy. Comme promis, nous sommes dans la ville voisine, on ne va pas dire la petite sœur de Stavelot, parce que sinon on va se mettre les gens de Malmedy à dos et inversement. Nous sommes en compagnie de Marie-Jeanne Laurent. Alors je le disais, Malmedy, Stavelot, les deux monastères, les deux histoires sont liées. Elles sont tout à fait liées pendant près de 1100 ans à peu près, depuis la fondation en 648, où là, Malmedy a été fondée 2 ans avant Stavelot, comme ça on va rectifier un petit peu, jusqu'à la Révolution française, où les deux abbayes alors ont été séparées, puisque Stavelot dépendait alors de la principauté de Liège, tandis que Malmedy était avec Cologne, et les deux ont été séparés, et donc les histoires sont tout à fait différentes pour les deux abbayes. Alors on va laisser de côté Stavelot, on va s'intéresser maintenant uniquement à Malmedy. On se trouve où ici? Quel est ce bâtiment dans lequel on se trouve? Ce bâtiment, c'est le bâtiment de l'ancienne abbaye, et à côté se trouve alors la cathédrale, qui n'était pas au démarrage l'église abbatiale, mais qui est devenue l'église abbatiale après moult destructions, incendies, etc. Comme celle de Stavelot, l'abbaye de Malmedy est aujourd'hui un espace culturel baptisé le Malmondarium, qui regroupe différents musées. L'un est consacré à l'histoire très particulière de la ville de Malmedy, un autre au folklore et au carnaval. Du coup, on ne résiste pas au plaisir de vous remontrer quelques images du célèbre Guarmé. Pardon Aguette. Pardon Aguette. Pardon Aguette. Pardon Aguette. Alcaud de Ramon. Alcaïd de Ramon. Tu ne le ferais jamais plus. Je ne le ferai jamais plus. Jamais, jamais. Jamais, jamais. Voilà, parfait. Alcaud de Ramon, c'est à la queue du ramon, et le ramon est un balai dans l'époque plus ancienne. Et alors c'est juste pour s'agenouiller devant la Aguette qui est l'emblème du carnaval.
cérémonie officielle vient la danse de la Haguette sur la place principale de Malmedy. C'est elle qui marque l'ouverture du carnaval pour le grand public. Ça représente quoi pour vous le carnaval? Ça représente tout. Ça représente la fin des ennuis, ça représente l'oubli total de tout pendant 4 jours. On fait la fête, on ne pense plus à rien d'autre que d'être convivial, de s'amuser. Le Malmédia ouvre sa porte, on va chez l'un, chez l'autre, on boit un verre, on mange un petit bout. On voit des amis avec qui on partage des moments extraordinaires et puis voilà, après les soucis reviennent tout seuls le mercredi matin, il n'y a pas de problème. Tu es déguisé en quoi? Un lombrun. Et ils font quoi les lombrins? Ils décoiffent les gens. Vous représentez qui? Un bolji. C'est-à-dire? Un boulanger. Quelle est votre particularité alors? Ah, avec la spatule, on vient soupeser les miches des madames. Vous représentez qui? Zarlequin, un Zarlequin en wallon. Et quelle est votre particularité? Alors, on se bat un peu, on chasse un peu après les filles, on se bat ensemble puis on la laisse tomber. Et après on taquine les gens comme ceci avec la cauturna. Allez, fini de danser, retour au Malmondarium. Marie-Jeanne, on atteint l'atelier consacré au cuir parce que c'est une entreprise qui a été très très importante ici à Malmedy. Pour quelle raison? Elle a été très importante et très longue, cette histoire commune entre le cuir et la ville de Malmedy, puisque Malmedy est situé au confluent de la Warche et de la Warchen, donc nous avons de l'eau. Il y a énormément de forêts dans les environs, nous avons des écorces et il y a bien entendu des vaches, des moutons, etc. en ce qui concerne les peaux. Et puis on a moulu les écorces pour avoir le tanin qui permettait alors au cuir d'être imputrescible. Alors je le disais d'entrée, c'est une industrie ici à Malmedy, ça veut dire qu'on ne faisait pas 4 paires de bottes par an. Ah non, on faisait énormément de paires de bottes et soit à la meilleure période, à un moment donné, on faisait 300 000 paires de chaussures, etc., ou bottes et autres, parce que les troupes de Louis XIV et surtout de Napoléon ont eu énormément besoin de chaussures. Vers le XVIIIe siècle, on a importé des peaux d'Amérique latine. On n'en produisait plus assez ici pour Il y avait faire tourner plus assez l'industrie. pour faire tourner l'industrie. Alors les cargaisons entières arrivaient par bateau en Espagne. Les peaux repartaient vers Anvers, étaient déchargées et arrivaient en carriole jusqu'à Malmedy, où elles étaient traitées et elles repartaient alors vers les marchés de Leipzig et de Francfort où elles étaient revendues. Bien sûr, ce commerce florissant a considérablement enrichi les grandes familles de tanneurs. La meilleure preuve, c'est la maison Villers. On est maintenant dans la cuisine de la maison Villers. Marie-Jeanne, cette maison, elle a une histoire vraiment très très particulière. Tout à fait, Céline. C'est une maison qui a été construite après l'incendie de 1689. C'était la première maison reconstruite en dur. L'année de construction se trouve sur la façade, 1724. Elle a été construite par un tanneur
riche tanneur, je vais dire, et elle prend la place de 3 maisons, en largeur de 3 maisons de l'époque. Alors elle a été aménagée également selon les goûts de l'époque pour des personnes très fortunées, vraiment très fortunées, et qui voulaient faire montre de leur argent et dire « moi je peux me permettre de reconstruire une demeure de cette taille et de ce luxe ». La particularité de la maison Villers, c'est que son intérieur n'a pratiquement pas changé depuis le XVIIIe siècle. Les propriétaires successifs ont veillé à conserver les lieux dans leur état original. Une prouesse d'autant plus impressionnante que la maison a été habitée jusqu'en 2003. Jusqu'en 2003, mademoiselle Villers, la dernière occupante, a cuisiné, vécu, habité, elle recevait, elle vivait dans cette maison. Eh bien, nous allons maintenant passer dans le salon de chasse de M. Mostert, qui avait épousé mademoiselle Cavens, qui était la fille du propriétaire. Et donc, voilà, M. Mostert était un personnage qu'on voit là sur le tableau, était un personnage fort important à l'époque pour Malmedy. Il était tanneur, très très riche aussi. Il a été bourgmestre à plusieurs reprises. Et s'il montre dans le salon où il représente les différents types de chasse, s'il montre la chasse au cerf, c'est que il a obtenu l'autorisation du prince abbé de pouvoir chasser les cerfs. À l'époque, c'était le prince ou le seigneur de l'époque qui pouvait donner cette autorisation et il fallait l'autorisation pour pouvoir chasser. Et en le représentant là, il disait « moi, j'ai cette autorisation ». Voilà. C'était pas innocent. C'était absolument pas innocent, ça mettait en valeur son importance. Dernière étape de notre périple, l'ancienne église abbatiale de Malmedy, qui est aujourd'hui une cathédrale, s'il vous plaît. Marie-Jeanne, si on a choisi de présenter la cathédrale de Malmedy devant la cathèdre, donc devant le siège de l'évêque, c'est pas tout à fait innocent parce que si Malmedy a une cathédrale et pas une simple église, c'est parce qu'il y a une histoire très très particulière là encore derrière. Oui, effectivement, l'histoire est très particulière puisque après la Première Guerre mondiale, Malmedy a été donné à la Belgique avec les cantons de l'Est. Vous étiez allemand jusque-là. Nous étions allemands et nous sommes passés alors à la Belgique, comme l'Alsace-Lorraine d'ailleurs, le même principe. Mais Malmedy dépendait de Cologne et sinon la Belgique ici dépendait de l'évêque de Liège et les deux évêques ne s'entendant pas, Monseigneur Rutten, qui était évêque de Liège, a eu dans ses attributions un petit évêché Malmedy-Eupen avec siège central à Malmedy. Donc l'évêque était aussi évêque de Malmedy. Et pendant 4 à 5 ans, pour régler les problèmes entre l'Allemagne et la Belgique, entre Cologne et Liège, il avait son siège ici, c'était une cathédrale. Puis ça s'est terminé, parce qu'il faut quand même bien que les problèmes soient résolus. Et à ce moment-là, Rome a décidé que nous pouvions garder le titre de cathédrale. Donc nous avons une cathédrale pour 4 ou 5 ans d'évêque. Et on en est très fiers ici. Et comment on en est fiers? Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir dire « chez nous, il y a une cathédrale ». À noter que les principales œuvres d'art, tableaux, sculptures et pièces d'orfèvrerie de la cathédrale ne se trouvent pas sur place, mais bien juste à côté, dans le Malmondarium. Allez, on quitte Malmedy avec cette superbe toile peinte au XVIIIe siècle par François Walschartz. Elle représente l'enfant Jésus aidant son père nourricier. Vous avez maintenant rendez-vous plus près de chez vous pour d'autres bons plans. Bonjour à tous, nous sommes ici à Rochefort, au château Comtal. Nous avons rendez-vous avec Ermentrude pour une visite un petit peu particulière d'un château qui date du XIe siècle. C'est parti, suivez-moi. Ermentrude, bonjour. Bonjour. Alors c'est vous qui allez nous faire visiter ici le château Comtal. Expliquez-nous, qui êtes-vous exactement? Eh bien, je suis une des sorcières du château et je fais visiter le château et je raconte un bout de l'histoire du passé de Rochefort. Une histoire riche, j'imagine? Ah, tout à fait, bien sûr, oui.
vous suis alors. Oui, C'est suivez-moi. parti. Alors ici on est dans le hall d'honneur du château, c'est ça? Voilà. Difficile de se rendre compte de comment c'était à l'époque. Expliquez-nous un petit peu quelle ampleur avait ce château. Le hall d'honneur, c'était donc l'entrée du comte. Il rentrait par ici et par au-dessus, il y avait encore un étage et puis il y avait les greniers, les toitures. Le château était aussi grand qu'un bon grand chêne, on va dire. Hein. Et puis il était tout en longueur aussi, un château tout allongé. Oui, il y avait autre chose que ce hall d'honneur ici, sur les côtés, etc. Il y avait beaucoup de donjons, beaucoup de choses, et ici beaucoup de ruines en l'occurrence. Oui, il y avait quelques donjons, quelques tours, effectivement. Puis il y avait surtout aussi de grandes écuries. Hein. Le seigneur se déplaçait à cheval, bien sûr. Merci à vous. Christian, bonjour. Bonjour. Alors, je me tourne vers vous, c'est pour l'aspect un petit peu plus historique du château Comtal. Est-ce que vous savez nous expliquer, eh bien, historiquement, d'où on vient et où est-ce qu'on est? Donc, vous vous trouvez dans le château Comtal de Rochefort, qui est ouvert au public maintenant, à monsieur et madame tout le monde. Ça n'a pas toujours été le cas. C'est un château qui a été construit au XIe siècle. C'est le comte de Louis qui est venu bâtir une tour ici, alors qu'il n'y avait rien. Rochefort n'existait pas. Et c'est autour du château, autour de ce donjon, qui a subsisté jusqu'en 1700 à peu près, autour de ce donjon que s'est construit le bourg de Rochefort, entouré de murailles, et qui finalement a abrité des bourgeois qui avaient un statut juridique tout à fait particulier. On peut dire finalement que c'est un château médiéval un peu hors du commun, de par sa grandeur et aussi de son évolution aussi tout simplement. Donc il faut venir sur place et voir nos reconstitutions du château pour avoir une bonne idée de ce que c'était au Moyen-Âge. C'était quand même le plus grand château de Famenne qui abritait ici des cours importantes, notamment des princes d'Empire, qui avaient notamment des terres wallonnes, comme on disait. C'était des grandes terres ici en Wallonie et qui ont transformé le site au fur et à mesure des siècles. Par exemple, Louis de Stolberg, donc on est dans la seconde moitié du XVIe siècle, qui détruit toute une partie des enceintes du XIIIe siècle du château, qui fait construire une énorme plateforme pour l'artillerie à l'époque, construire trois nouvelles tours, ou alors 2 siècles plus tard, on est un peu après 1700, où vraiment le seigneur, encore prince d'Empire, là c'est un Löwenstein, agrandit la cour noble du château, pour le plaisir d'avoir une grande cour. Donc pour ça, il doit faire construire 10 grandes arcades monumentales à la façon des Allemands. Et puis cette fameuse entrée monumentale, style Louis XIV, que nous avons vu tout à l'heure. Un château qui a beaucoup évolué et qui continue encore d'évoluer ici avec toute sa visite. Merci beaucoup, Christian. Ben voilà, c'est un plaisir. Merci à vous. Petite explication tout de même, si le château est aujourd'hui en ruine, c'est tout simplement parce que les anciens propriétaires n'ont pas réussi à s'en occuper. Ils ont donc décidé de s'orienter vers une vente publique et le château s'est petit à petit démantelé. Mais le château, vous l'avez compris, a encore beaucoup de choses à offrir, beaucoup de choses à expliquer, à élucider. Donc n'hésitez pas à venir en famille ou avec votre école ici pour soit une visite, soit un petit jeu de piste. À bientôt. Voilà, nous sommes de retour à Stavelot pour notre traditionnel agenda. Mais avant toute chose, si vous aussi vous voulez découvrir les belles pierres qu'on trouve en Wallonie, sachez que notre partenaire Wallonie Belgique Tourisme a édité des itinéraires baptisés Wallonie Terre de Château. Vous les retrouverez sur leur site internet. Alors, on en a déjà parlé dans cette émission, mais notre premier bon plan, c'est le carnaval qui aura lieu du 3 au 5 mars prochain. Alors à Malmedy, le grand jour, c'est le dimanche. À Binche, où le carnaval est reconnu par l'UNESCO, s'il vous plaît,
le grand jour, c'est le mardi. Alors, avec un petit peu d'organisation et beaucoup d'endurance, vous pouvez même faire les œufs. Et puis, des carnavals, il y en a un peu partout en Wallonie, à Viroinval, à Villers-la-Ville, à Belleuil ou encore à Marche-en-Famenne. C'est pas que la saison des carnavals, c'est aussi celle des grands feux. Un des plus connus et des plus célèbres, c'est celui de Bouge, près de Namur, d'une hauteur de plus ou moins 15 mètres et d'un volume allant de 500 à 600 mètres cubes. Il est visible à plus de 20 km. Alors le grand feu de Bouge, c'est traditionnellement le premier dimanche du carême et cette année, eh bien, c'est le 10 mars. Si vous ne l'avez pas encore vu, il est plus que temps de vous rendre au château fort de Bouillon pour admirer la fresque sur soie qui représente la vie de Godefroy de Bouillon. C'est l'œuvre de l'artiste Marie-Laure Alph, une artiste que nous avions rencontrée lors de notre passage à Bouillon. L'exposition et la fresque sont visibles jusqu'au 23 mars. Autre expo à ne pas rater, HF4 au Bois du Casier à Charleroi, visible jusqu'au 21 avril. Alors HF4, c'est pas le nom de code d'une opération top secrète, c'est le dernier haut fourneau wallon, le numéro 4, qui a été arrêté il y a tout juste 10 ans. Allez, dernière exposition à mettre dans votre agenda. Et oui, l'hiver, c'est la saison des expos. Cette fois, je vous emmène à Villers-la-Ville qui accueille jusqu'au 31 mars une exposition intitulée « Les Templiers entre mythes et réalité » où on démêle le vrai du faux, des légendes et mythes qui courent autour de ces fameux Templiers. Bienvenue chez vous, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve en télé le 17 mars. Nous parlerons des bienfaits de l'eau. N'oubliez pas que vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, sur Instagram et sur le site web de votre télé locale. Alors d'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas à sortir de chez vous. Au revoir à tous.